tu as dû voir l'étude qui disait que, en gros, les machines, elles étaient capables de repérer les tumeurs pour les cancers du sein plutôt que les médecins. Je ne voudrais pas mentir à l'audience. C'est pas non plus le fait de me dire que ah oui, en tant que freelance, je peux travailler d'où je veux et que je vais travailler beaucoup moins. On est d'accord que c'est faux, non? Oui, je pense qu'en 2024, le personal branding, c'est une chose qui est obligatoire, que tu sois salarié ou en freelance. Il y a aussi une frustration que beaucoup de personnes ont. C'est pas si toi tu as eu ça. Quand tu publies, en fait, en général, tes profs ne te soutiennent pas. Non, c'est vrai. Ça, c'est naturel. En fait. Je pense que la réussite vient même quand tes proches ne like plus tes publications. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Plus tôt tu comprends la technologie, plus tôt tu es vu comme un expert et mieux ce sera pour toi lorsque ça va être adopté. Je vous encourage tous, toutes les personnes qui nous suivent et qui utilisent ChatGPT à écrire ce prompt. ChatGPT, qu'est-ce que tu sais de moi? Hello, moi c'est Natacha Ndjongo Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et à travers ce podcast, l'objectif, c'est de vous inspirer, de vous montrer la voie des possibles, de vous montrer à quel point vous pouvez transformer votre carrière, vous pouvez transformer votre quotidien grâce à la data et la connaissance en intelligence artificielle. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Natacha, est-ce qu'il y a encore de la place dans le marché du monde de la data? Quels sont les différents types de métiers qu'on peut exercer lorsqu'on a des compétences dans le domaine de la data? Est-ce qu'on peut encore devenir freelance? C'est quoi être freelance? Comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu en ligne régulièrement en ayant une mission à temps plein, en étant salarié? Est-ce que c'est possible? Voilà quelques questions que j'ai posées à mon 11e invité de ce podcast, Kevin Rosamond. Avant de vous laisser avec mon échange avec Kevin, laissez-moi vous présenter qui est Kevin Rosamond. Kevin est un professionnel du monde de la data avec 3 casquettes différentes. Il est consultant data avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine. Il a notamment travaillé pour la Banque du Luxembourg en tant que data scientist. Il est formateur professionnel, il forme dans des écoles, il forme également en entreprise. En parallèle de tout ça, c'est l'un des créateurs de contenu les plus influents dans la francophonie. Il a plus de 18 000 abonnés sur LinkedIn. Il partage également sur TikTok sur des sujets autour du data storytelling, de l'analytics. Comment est-ce qu'on peut justement prendre des décisions éclairé grâce à la data et les outils de BI en l'occurrence. Moi, j'ai connu Kevin via LinkedIn et ce qui m'a tout de suite marqué chez lui, c'est sa capacité à connecter avec les autres, sa capacité à sociabiliser. Kevin, il aime partager et dans ce podcast, on partage sans filtre tout ce que vous devez savoir sur le monde de la data et l'intelligence artificielle. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que c'est comme ça que des personnes de plus en plus influentes auront envie de venir partager leur expérience sur ce podcast. Mettez-moi de gros pouces bleus parce que c'est comme ça que les algorithmes vont faire la promotion de ce podcast. Et surtout, 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute parce que c'est comme ça que la mission de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes sera atteinte. Je compte sur vous et sur ce, bonne écoute à vous. Alors, Kevin, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est connus sur LinkedIn, il me semble. C'est ça. Tu es influenceur LinkedIn, tu partages sur la data science, data analyst en général, spécifiquement. Et là, tu es devenu fan de Knime depuis un certain temps. C'est vrai, je partage pas mal de choses, pas mal de contenu sur Knime parce que je crée du contenu et je suis formateur Knime. Mais avant, je ne suis pas influenceur LinkedIn. Attention tout le monde, vous m'appelez tous influenceur, je suis créateur de contenu. Ouais. J'avoue que moi aussi, j'aime pas trop le terme influenceur parce que ça a souvent une mauvaise connotation. Donc, nous sommes des créateurs de contenu autour de la data science. Et aujourd'hui, on va parler en fait déjà du marché. Il y a énormément de questions que les personnes se posent. En fait, dans le monde de la data, il y a des métiers qui se créent tous les jours. J'entends parler d'analytics ingénieur de plus en plus, data scientist, data analyst, machine learning ingénieur. Et avec ChatGPT, j'ai entendu parler de prompt engineer. Je ne sais pas si ça continue toujours. Donc aujourd'hui, j'aimerais avoir ta vision, toi, Kevin, justement des métiers du monde de la data. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, quels sont les métiers qu'on trouve et quels sont les plus importants en 2024? Alors, il y a quelques années, j'avais créé un visuel où il y avait 4 grands métiers qui ressortaient. Ouais. Le métier de data analyst, le métier de data scientist, data engineer et un 4e métier. Tu n'es pas machine learning engineer. Machine learning ML engineer, oui, ouais, voilà, c'était ça. C'est dans ton graphique, il y avait ça aussi. Il y avait ML engineer, donc il y Ouais. avait 4 grands métiers. Ouais. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers qui sont apparus, tels que le métier de analytic engineer et aussi des métiers dont on parle de plus en plus, celui de data steward. Ouais. Et plus on avance, plus il y en a. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte en fait qu'il est possible d'aller plus loin dans les spécialisations. Si je reviens un peu dans les années 2010,
Alors, avant, tu sais, pour les personnes qui utilisaient Talent, tous les outils de ETL, donc extraction, transformation et loading, donc chargement, Ouais. on les appelait des business analysts à l'époque. Business intelligence, c'est ça? Voilà, business intelligence, pardon. Je pense que Willis Nana, c'est pas là qu'il a commencé. Il me semble. Exactement. Ok. Hein. Ensuite, on est arrivé sur les plateformes cloud, la possibilité de transférer de la donnée d'une base de données de production à un data warehouse très rapidement. Et là, donc, on a vu de plus en plus le métier de data engineer arriver. Ok. Et de l'autre côté, donc, il y avait les personnes qui utilisaient la donnée avec des outils comme SAS, que tu as dû bien connaître, bien utiliser. Et que j'utilise encore d'ailleurs. Ok, d'accord. Tu vois, des outils comme SAS, comme R. Après, il y a eu Python. Et ces gens-là, c'était plutôt des... on les appelait data scientists, statisticiens, mais ils faisaient tout. Ils faisaient de la data science et aussi de l'analyse de données. Ouais. Mais, et avant ça, il y avait aussi les métiers qui étaient la mot chargé d'études statistiques. Il y avait beaucoup de postes comme ça. oui, chargé d'études statistiques. Voilà. Ouais. Mais tous ces métiers-là sont devenus des data scientists ou des data analysts. Ouais. On sépare souvent data scientists et data analysts parce que les data scientists, ils vont plus faire de la prévision. Ils vont aussi faire tout ce qui est modèle de machine learning, c'est-à-dire, tu le sais très bien, tu es dans le domaine bancaire. De plus en plus, des forêts aléatoires sont utilisées pour pouvoir faire des modèles de scoring. Et là, donc, c'est un peu de la prédiction. Donc, on va se diriger plutôt vers la data science. Pour le data analyst, comme j'aime bien souvent décrire, c'est une personne qui va prendre une photo de la situation actuelle et après, un peu comme un démographe, et après pouvoir dire, OK, aujourd'hui, alors, on a tant de clients qui consomment ce genre d'articles. On a tant de clients qui sont âgés entre temps et temps. Quelle est la stratégie qui peut en découler pour pouvoir avoir encore plus de clients? Donc, il va se baser sur le présent et sur le passé. OK. Donc là, il y a 3 grands chantiers data engineer. J'ai fait une interview récemment avec Christophe Blefary, justement, en fait, qui disait en fait que data engineer, c'est un peu comme l'informatique. Il n'a pas dit software engineer de la data. En fait, c'est data asset product. Il arrive à créer des produits à partir de la donnée, création des pipelines de données. Et je te rejoins sur la partie data science, data analyst, data science et autres. C'est tout ce qui va être modélisation, prédiction, qui est très utilisé d'ailleurs dans plusieurs secteurs, dont le secteur bancaire. Et data analyst, de plus en plus, visualisation. Ce n'est pas que ça. En fait, on caricature, je pense. On caricature beaucoup parce qu'au quotidien, je ne pense pas qu'on fait des tableaux de bord. D'ailleurs, tu étais data analyst depuis un certain temps. Pourquoi tu as fait la transition entre data science et data analyst? D'accord. Alors, quand j'étais data scientist, j'étais data scientist dans une banque durant 3 ans. Je l'ai aussi été pendant 3 ans en tant que consultant. Et surtout dans la banque, en banque, je travaillais comme si j'étais un consultant. C'est-à-dire qu'on avait notre équipe, ce qu'on appelle souvent un data lab, et d'autres équipes, ça pouvait être l'équipe marketing, l'équipe salle de finance, salle des marchés, qui venaient nous voir pour nous poser des questions par rapport à la data, ou sinon on allait vers eux avec des idées de projet. Et au final, on était capable d'implémenter donc des solutions. Mais je voyais en fait que, alors, on passait du temps pour créer des projets, mais est-ce que finalement ces projets-là étaient utilisés? Est-ce qu'ils avaient un réel impact? Je voyais que le métier, finalement, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Ce qui l'intéressait vraiment, tu sais, c'était quoi? C'était quoi? C'était les tableaux de bord pour vérifier à la fin du semestre, à la fin des résultats, est-ce que leur équipe était bien classée ou non. Donc, par rapport aux autres équipes, pour savoir derrière s'ils allaient avoir leur bonus. Donc, la véritable chose qui les intéressait, c'était juste les dashboards. Ah, je pense que Mohamed, j'ai fait l'épisode 3 de ce podcast avec Mohamed. Il mettait justement ça en avant où il dit qu'en fait, bon, je ne sais pas si c'était un offre qu'il me l'a dit ou bien c'était le podcast, je ne me souviens plus, mais il disait justement qu'il mettait en place des solutions pour pouvoir classer des agences, des équipes bancaires. Et c'est ça en fait qui... Et c'est ça qui va intéresser vraiment les équipes, savoir où est-ce qu'ils se situent pour que derrière, après, le manager de l'équipe puisse mettre la pression sur ses différents collaborateurs ou voir comment ils peuvent faire pour s'améliorer, pour derrière avoir leur bonus. Parce que à la fin, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Ok. Et là, c'est parce que tu étais dans une équipe de consulting en banque. Donc, votre équipe n'avait pas forcément une mission bien précise. Exactement. C'était plus sur les métiers.
Alors qu'il y a d'autres équipes où, par exemple, ou dans lesquelles je travaille, on sait exactement ce qu'on va faire. On va développer des modèles de machine learning qui permettent de prédire la probabilité des défauts. Donc, toute l'année, notre mandat, c'est ça. PD, LGD, CCF. Donc là, on est à fond que sur le développement de modèles. Bien sûr, ça prend aussi du temps. Je ne vais pas dire que ça part tout le temps en production. Je pense que ça, c'est une frustration que beaucoup de data scientists ont. Mais c'est ça la réalité en général. Et en passant, je pense que pour toi, c'est réglementaire. Il me semble que ces modèles-là doivent être faits et doivent exister. Exactement. Donc, il y a une certaine obligation. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors que pour moi, il y avait zéro obligation. C'est qu'on allait vers d'autres équipes et on leur proposait des processus afin qu'ils soient plus efficaces, ou sinon, ils venaient nous poser des questions. Donc, comme tu vois, il n'y a aucune obligation. Ouais. Alors derrière, c'est comme ils veulent, s'ils veulent regarder ou pas, quoi. C'est vrai que là, en fait, il y a un gros travail, il y a un gros enjeu de convaincre la personne, de convaincre le métier que le modèle, du moins les travaux que vous faites sont utiles. En fait, ils ont leur quotidien. Vous êtes plus, comment dirais-je, Un plus. un plus. Ouais, exactement. Et tant qu'ils ne voient pas la nécessité, ils ne vont pas forcément, comment dire ça, ils vont pas forcément investir davantage pour que vous construisiez des outils plus puissants. Exactement. Et après, tu vois, quelque part, je les comprends, hein, parce que, tu vois, quand tu travailles dans le métier, alors tu as déjà une panoplie d'outils. Tu vois, imagine, tu as ton téléphone portable avec déjà 40 applications. On te rajoute encore une 41e, une 42e, une 43e pour faire ceci. Et quand tu regardes bien sur ton portable, je ne sais pas combien d'applications tu as, mais au final, il y en a maximum 5-6 que tu utilises vraiment. Bah, clairement, tu vois. ouais. Et peut-être qu'il y en a une que tu vas utiliser spécialement quand tu vas voyager ou dans des cas vraiment. Et donc, l'idéal, tu vois, ce serait peut-être d'implémenter ce genre de solutions, les solutions comme on utilisait d'intelligence artificielle dans les outils déjà existants. Et c'est ce que les grandes compagnies ont réussi à faire, et c'est pour ça que maintenant, tout le monde utilise de l'intelligence artificielle. Si tu veux utiliser un outil que tu avais l'habitude d'utiliser, je ne sais pas, si tu es dans l'art, ça peut être Photoshop ou encore Adobe Premiere Pro. L'intelligence artificielle est directement intégrée dans ces outils. Tu n'as pas besoin de connecter à une autre plateforme et compagnie. Et c'est la même chose dans Excel. Maintenant, tu peux utiliser ChatGPT. Dans PowerPoint, tu peux utiliser Colab, Copilot. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est la frustration de justement faire des travaux que le métier ne comprend pas forcément. Et tu as vu que la vraie valeur, entre guillemets, c'était surtout sur le dashboard qui t'a poussé à aller vers le métier de data analyst finalement. Exactement. Et encore plus que le dashboard, c'est le fait de me dire que lorsque tu fais de l'analyse de données, alors tu crées une solution qui directement peut impacter le métier. Il n'a pas besoin de se projeter ou de se dire que c'est hypothétique. Non, il voit directement. L'impact, c'est ça. Et par rapport à ça aussi, ça me rappelle la discussion que j'ai avec Christelle, le premier épisode de ce podcast, où elle disait en fait que justement, elle était en mission dans une équipe et elle développait les modèles. Elle était frustrée de voir que ces modèles n'allaient pas en production. Elle a dit, depuis ce jour, elle s'est dit en fait, la première question qu'elle va se poser lorsqu'elle est dans un projet, c'est est-ce qu'il y a un sponsor? Parce que si personne ne sponsorise ton projet, en fait, tu es là juste pour t'amuser. J'exagère quand je le dis, mais faites attention. Si vous nous suivez là, vous êtes en entreprise, cherchez toujours des projets où il y a des sponsors, où il y a un besoin bien identifié. Le management est déjà convaincu plus ou moins de la solution parce que comme ça, tout le monde va être embarqué et vous allez faire des projets qui ont du sens, entre guillemets. Ça, c'est mon conseil à moi. Alors, et juste pour rajouter ma petite touche, c'est que souvent, on me demande, comme je suis formateur, quel est le conseil que je donnerais à des juniors? Et c'est exactement ce que tu as dit. C'est lorsque tu es en entreprise déjà, essaye d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire que lorsque tu as la chance de pouvoir présenter ce que tu as créé, vas-y, comme ça, tu vas pouvoir te mettre en avant, même si parler devant les big boss, le N+2 et compagnie, c'est un stress. Il y a un moment, il faudra le faire. Plus tôt tu vas essayer, mieux ce sera. La première chose. Et la seconde, c'est exactement ce que tu as dit. Essayer de travailler sur des projets qui sont intéressants. Intéressants, pas juste fun pour toi. Exact. Intéressants dans le sens où ils auront de la visibilité et ils vont peut-être avoir de l'impact. Et forcément, là, il y aura un sponsor. Exactement. En fait, ce n'est pas seulement la technique avancée révolutionnaire en fait, qui compte en entreprise. C'est si le N+5 a parlé de ce projet-là, va faire ce projet. Mais
Comme c'est une discussion, alors ouais, j'aimerais savoir par rapport à toi, par exemple, est-ce que tu as, un projet sur lequel tu as travaillé où tu te disais, bon, ben, c'est pas le plus compliqué, mais c'est celui qui m'a donné le plus de visibilité ou c'est celui qui m'a permis de le plus émerger. Il y en a un comme ça? Là, comme ça, je vais dire plus ou moins que j'ai eu de la chance, entre guillemets. Quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivée dans les banques. C'était les refontes des modèles. En gros, il y a eu de nouvelles réglementations bancaires, BAL 4, BAL 3 et autres. Donc, on devait refondre tout. On parle de IRB Repair en banque. Donc, on devait refondre tous les modèles du groupe Société Générale. Tous les modèles devaient être refondus. Donc, j'arrive là, je viens de sortir de l'école, je dois refaire les modèles. Bah, forcément, je suis contente. Et c'est un projet stratégique. Tu travailles, bon, c'est toujours comme ça. Et même là, encore, la mission sur laquelle je suis, c'est un modèle de développement de modèle de A à Z qui a été demandé par la réglementation. Donc, c'est un projet qui est déjà visible. Donc, c'est peu la chance que j'ai eue, je vais dire. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est pas toujours comme ça. Et même quand je n'ai pas cette chance, moi, j'ai plus une approche proactive en général. Oui. Et je m'intéresse de plus en plus à l'IA générative. Et ce que moi, je fais auprès de mes clients, bah, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai fait mon challenge 30 jours d'IA générative. Je n'hésite pas à proposer des conférences, des masterclass à mes clients où je présente ce que j'apprends, ce que je sais. Tu vois, ça me permet aussi d'avoir de la visibilité, partager mes connaissances et faire quelque chose qui est fun. Tu vois, en banque, on ne fait pas forcément les LLM. Ouais. Bon, c'est fun pour moi. Bah, du coup, j'en fais de mon côté et je présente à l'équipe. Et comment tu présentes les LLM dans le milieu bancaire? Ça, c'est intéressant. Hein. Là, c'est les points que j'ai fait jusqu'ici, c'est montrer les use cases. D'accord. On parle beaucoup de RAG, Retrieval Augmented Generation. Par exemple, dans mon travail au quotidien, il y a la mathématique, les statistiques que j'utilise, data science, mais il y a l'aspect réglementaire. Attends, juste. Oui. Tu as parlé de RAG. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est justement ce que je vais expliquer. Ah, d'accord. Ok. Donc, quand je travaille, en fait, il y a l'aspect mathématique, statistique qui est très importante, et aussi l'aspect réglementaire. Et en matière de réglementation en banque, il y a tellement de textes. Il y a ce qu'on appelle la CRR, il y a les EBL guidelines, il y a des textes qui ont plus de 500 pages, écrits en caractère 4. Et parfois, j'ai seulement besoin de me référer à ces textes-là. Donc, je peux justement mettre en place un robot, une solution qui va justement m'aider à aller prendre la bonne information dans ces documents au lieu d'avoir accès à ChatGPT de façon globale. Donc, solution RAG, c'est plus pour pouvoir poser ma question au LLM. Je passe plutôt par une base documentaire spécifique à l'entreprise. Donc, tu vois, c'est ce type de solution, par exemple, que je présentais lors de mes différentes interventions sur l'IA générative. D'accord. Donc, en gros, et ce que tu leur disais, c'était qu'avec les différents LLM qui sont open source, par exemple Llama 3, qu'on n'a pas besoin de réentraîner Llama 3 depuis le début. Alors, on peut prendre l'entraînement de Llama 3 et puis faire un lien avec la base de données de la banque et puis derrière pouvoir faire des... Faire des analyses. Par exemple, un autre use case, tu vois, lorsqu'on fait nos modèles, en général, il y a ce qu'on appelle des recommandations. Okay. En gros, la Banque Centrale Européenne vient dire, écoutez, BNP ici, il y a telle chose à améliorer. Il y a une historique de 10, 20 ans avec des réglementations et il y a des missions. On oublie en fait. Tu vois, si tu as cette base de connaissances avec toutes ces missions-là, bah, du coup, prendre un modèle, peut-être pas Llama parce que c'est trop gros, prendre un modèle LLM que tu vas adapter à cette base de connaissances-là, tu vois, c'est un gain de productivité pour l'équipe. Donc, voilà les solutions que moi, je propose souvent. Okay. Et c'est comme ça que je fais des choses qui ne sont pas forcément directement liées à ma mission, mais qui ont de l'impact parce que ça montre l'avenir à mes clients, en fait. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, récemment, j'ai fait un tour de France, et d'ailleurs, il continue, avec le métier de la comptabilité. Donc, je travaille avec des comptables, des auditeurs, et ils ont ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des textes de loi, tu vois, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau budget, donc une nouvelle taxation, et les comptables, avec leurs clients, ils ont besoin de dire « Ok, toi, tu es fleuriste, alors l'année prochaine, tu seras taxé à telle hauteur. » Et là, en fait, l'utilisation de l'IA générative, c'est que peut-être directement, on peut aller sur le site ou prendre plutôt les textes de loi et puis extraire pour chaque corps de métier très rapidement la taxation, jusqu'à quel niveau, ou même, souvent pour les comptables, ils ont un langage qui est propre, un langage de comptable, avec le vocabulaire, et pour leurs clients, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Donc, l'intelligence artificielle aussi, l'IA générative, peut aider à simplifier la manière de communiquer. Donc, comme tu dis, il y a des use cases partout. C'est ça. Et n'attendez pas aussi d'avoir le use case dans votre métier.
faites ça en parallèle et montrez l'avenir. Et ça, on devait parler de l'IA générative à la fin, mais ça me pousse aussi à te poser la question. Bon, je pense c'est mieux qu'on parle en fait. Je veux quand même qu'on reste un peu sur le métier de data analyst, data scientist. C'est quoi ta vision du marché finalement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de la place, par exemple? Il y a cette problématique, je suis débutant, je suis débutante. Est-ce que j'ai encore de la place pour être data analyst, data scientist? Quelles sont les tendances que tu vois émerger et quel est le métier qui est le plus en demande d'après ta vision? D'après mes visions, le métier qui est le plus en demande, c'est le métier de data engineer. C'est celui pour lequel il y a le plus de missions. Mais à la question de débutants, il y aura toujours de la place pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours besoin de stagiaires, il y a toujours besoin de personnes qui ont moins de 2 ans d'expérience, parce qu'aussi, on peut les payer moins. Et c'est le nerf de la guerre. Je ne sais pas si c'est une bonne non, mais vision. On peut les payer moins, ok. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que non, regarde, je comprends, t'inquiète. Tu vois, quand une personne arrive sur le marché du travail à Paris, elle a son bac +5 et elle veut devenir data scientist, peut-être que pour son premier emploi, alors je dis ces chiffres, mais je suis plus sûr que ce soit les bons. Je vais dire que c'est à peu près 42 000 par an à Paris. Ça dépend de l'école, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du secteur d'activité. Bon, ok. Ouais. Je sais pas trop. On va dire entre 38. On va dire 40, entre 38. c'est pas mal. On va dire entre 30. 40 000, c'est pas mal, je trouve. Ok, donc on va dire entre 38 et 50. Ouais. Ok. Mais une personne qui aura déjà 3-4 ans d'expérience, bon, elle va demander beaucoup plus. Ouais. Et derrière, pour l'entreprise, il y a des charges, la sécurité sociale, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils vont toujours chercher aussi des juniors. Ouais. Maintenant, tu m'as demandé quel est le métier le plus demandé. Le métier le plus demandé, c'est data engineer. Mais les métiers de data analyst ont tendance à changer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de data analyst, pas pour toutes les boîtes et pas pour toutes les équipes. Mais dans beaucoup d'équipes, un data analyst, c'est une personne qui sera capable de faire des dashboards. Ouais. Or, entre une personne qui a fait une école de statistique ou un diplôme de data science qui va faire des dashboards, ou prendre un spécialiste déjà du métier, si je prends par exemple le contrôle de gestion, alors un contrôleur de gestion, lui donner une formation Power BI pour qu'il fasse les dashboards, moi je vais plutôt prendre celui qui a déjà une spécialisation métier. Ouais. Donc c'est pour cela que de plus en plus, les anciens profils data analyst, des personnes qui sont capables de coder en Python, en SQL et voire plus, vont bifurquer vers le métier de analytic engineer. Parce qu'ils ont déjà la bonne vision métier et ils vont rajouter les skills bien sûr de la statistique, construire le dashboard et ils deviennent opérationnels en fait. Ils deviennent opérationnels et j'ai pas défini en fait le métier de analytic engineer parce qu'on en a parlé mais sans vraiment rentrer dans les détails. Voici comment moi je le définis. Alors ce sera une personne qui sera capable de un peu comme le data engineer de prendre des données qui partent d'une base de données de production et d'envoyer cette donnée vers un data warehouse et de la nettoyer et de faire toutes ces opérations en fait souvent avec un outil qui s'appelle DBT. Et donc, ce sera uniquement du code SQL. Donc, finalement, on a de la demande dans le marché. OK. Et de plus en plus pour le métier d'analytic engineer. OK. Data analyst avec une compétence en ingestion de données, création de pipeline, comprendre DBT, l'outil qui est phare justement dans ce domaine-là. Et c'est pas difficile parce que derrière, c'est du SQL. Donc, un peu de SQL avec un peu de YAML. Et vraiment, la montée en compétences, elle ne prend pas énormément de temps. Ok, ça marche. Du coup, je veux qu'on parle d'une deuxième thématique. On a parlé du métier. Quand on est data scientist, data analyst, data engineer, on peut soit être salarié, soit être freelance. Et de plus en plus, j'observe que pour nos métiers, il y a tellement de personnes qui se mettent en freelance. Toi, tu en fais partie. Moi aussi, je suis freelance aujourd'hui. Je veux savoir pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'être freelance. Est-ce que c'est pour de l'argent? Parce que tout le temps sur Internet, sur LinkedIn surtout, il y a le fameux SMIC. Tous les freelances de LinkedIn gagnent plus de 10 000 € par mois. Et mais je pense que le SMIC, il a même augmenté. Maintenant, c'est 500 000 € après un lancement sur LinkedIn. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir freelance? Est-ce que c'était la part du gain ou c'était quoi? Alors, je suis devenu freelance maintenant il y a à peu près 3 ans.
Donc, c'est pas forcément l'appât du gain, parce que je travaillais au Luxembourg, j'étais même bien payé. Tu étais mieux payé? Ouais, j'étais bien payé, vraiment. Mieux que qu'en freelance? Plus ou moins. En fait, C'est l'équivalent c'est presque? compliqué Ok. parce que tu sais, quand tu es en freelance, il y a ce que tu gagnes, mais ce que tu gagnes, c'est ton chiffre d'affaires. Oui. Donc, en dessous, tu vois, il faut que tu t'enlèves la sécurité sociale, tu vois, les impôts et compagnie. Et de la première année à la deuxième année, c'est pas forcément le même taux d'imposition. Donc, mais on va dire que j'étais proche. Ok. J'étais proche, mais seulement je travaillais sur des projets qui je trouvais qui n'étaient pas forcément intéressants. Ok. Alors, j'ai commencé à publier sur LinkedIn parce que je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'en publiant sur LinkedIn, je vais trouver une nouvelle offre de travail, quelque chose qui va plus m'intéresser. Je n'étais pas forcément parti sur le freelancing. Donc, j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Et puis, ensuite, de plus en plus, j'ai des écoles qui m'ont contacté pour donner des formations. Et je me suis rendu compte que avec les écoles avec lesquelles je travaillais, avec des missions de freelancing qui arrivaient de temps en temps, eh ben, j'avais plus besoin forcément d'avoir un job fixe en CDI et puis après prendre des vacances pour aller donner ses cours. Non, je pouvais faire ce que j'aime à temps plein, donner des cours et prendre des missions. Ok. Donc, vraiment, c'est plus la quête du sens dans ce que tu faisais, en fait, qui t'a Exactement. poussé à de freelance. Et aussi, très important, hein, parce que je ne voudrais pas mentir à l'audience, c'est pas non plus le fait de me dire que ah oui, en tant que freelance, je peux travailler d'où je veux et que je vais travailler beaucoup moins. On est d'accord que c'est faux, non? Parce que après, ça dépend des personnes, mais c'est pas ce discours, moi, je n'y crois pas personnellement. Ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs, mais voilà. Moi, je pense que ça dépend aussi de peut-être, tu vois, du milieu dans lequel tu travailles. Ouais. Si tu es créateur de contenu freelance, tu vois, ou tu vois quelqu'un t'envoie en fait ses posts et puis toi, tu rajoutes des photos, tout ça, tu peux faire ça de partout, tu vois, de l'instant que tu es joignable. Mais maintenant, si tu es freelance data et que tu travailles avec des banques, ce qu'ils demandent, c'est minimum 2 jours ou 3 jours de présence au bureau. Ouais. Pouvoir avoir le full remote, c'est compliqué. Et là, en plus, il y a une mode, une nouvelle tendance qui fait que de plus en plus, les entreprises veulent que leurs employés retournent dans les bureaux. Donc, ouais, j'ai du mal à y croire. Et ensuite, pour le côté, tu vas travailler moins, tu vas travailler 3 heures et puis tu seras à la plage. Eh ben, je pense même que c'est le contraire. Je pense que j'ai jamais autant travaillé. Ah ouais? Parce qu'en fait, mais ça dépend comment tu vois le travail. Parce que moi, j'ai jamais autant travaillé. Parce que pour les gens autour de moi, c'est « Oh, Kevin, tu travailles tout le temps ». Mais pour moi, c'est du plaisir, en fait, de créer du contenu, des fois créer des illustrations, faire des vidéos. Mais quelque part aussi, c'est aussi mon travail. Parce que j'ai besoin de créer du contenu pour être visible, pour attirer des clients. Donc, la frontière, tu vois, elle est un peu floue. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai le même ressenti en termes d'être freelance. Et je pense, comme toi, je ne suis pas devenue freelance parce que je cherchais de l'argent. C'était aussi une sorte de quête de sens. J'aime voir l'impact de ce que je fais autour de moi. Et je me suis lancée comme ça. C'était un concours. Je n'ai jamais rêvé d'être freelance, en vrai. Jamais. Je ne sais même pas ce que c'était jusqu'en octobre 2023. Non, 22. Quand je me suis lancée. Tu vois, c'est assez récent. Assez intéressant ce que tu dis. Et du coup, finalement, et là, ça va, tu arrives à vivre des formations en plus. Tu m'as dit des formations? Oui. Je fais principalement, en fait, je travaille avec des écoles. J'ai 3 types de missions. Alors, la première, c'est travailler avec des écoles. La seconde, c'est travailler de temps en temps avec des startups sur des missions courtes ou des scale-up. Et enfin, travailler avec des grands groupes sur des missions un peu plus longues. Et là, je suis full formation jusqu'à décembre. Ah, d'accord. En fait, c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais en fait 8 activités qu'on peut faire pour gagner plus de 10 000 € par mois quand on a les compétences en data et en intelligence artificielle. Et parmi les métiers que j'ai mis formateur dans des écoles. Et il y a des gens qui ne m'ont pas cru. Et là, tu me dis que tu vis carrément de cette activité. Oui, parce qu'en fait, quand je dis que je suis formateur, je ne suis pas formateur dans une école. Je suis formateur dans plusieurs écoles. Ouais. Je suis formateur aussi avec des entreprises. Donc, quand je te dis que je fais le Tour de France pour des comptables, alors un jour, je vais aller à Bordeaux, l'autre, je vais aller à Nantes. Et puis, bien sûr, chaque jour, je vais être payé. Okay. Et toi, ta principale source d'acquisition, c'est LinkedIn, client? Alors, il y en a 2.
La première, c'est LinkedIn avec la visibilité, mais la seconde, c'est le cercle. C'est-à-dire les premières personnes avec lesquelles tu as travaillé qui te recommandent et où tu vois les personnes que tu rencontres, tu échanges avec elles et puis après, c'est ces personnes-là qui deviennent en fait tes ambassadeurs. Ils disent ah mais j'ai rencontré Kevin, ouais ça rentre complètement dans ses cordes, ça, je peux te mettre en contact avec lui et puis après, tu échanges avec le client final. Des fois ça passe et des fois malheureusement ça passe pas. Ouais, c'est ça. Ok, ça montre en fait à quel point il faut travailler son réseau. Oui, je pense qu'en 2024, le personal branding, c'est une chose qui est obligatoire, que tu sois salarié ou en freelance. Pourquoi? Parce que si tu es salarié et tu penses que toute ta vie, tu vas la faire dans ta boîte et que ta boîte, c'est toute ta vie, très bien. Bah, Très bien, et tu n'as pas forcément besoin de faire de personal branding. Mais si tu aspires peut-être toujours à plus et peut-être à du changement, ben, pouvoir montrer en permanence que tu es up-to-date, donc que tu fais des projets, que tu t'intéresses aux nouvelles technologies et que tu as toujours une valeur à apporter, je pense que c'est bien de le partager. ouais. Mais même au-delà de ça, même si tu es salarié et que ta boîte c'est ta vie, si vraiment la boîte c'est ta vie, en fait, il faut savoir que toutes les entreprises sont sur Internet, en fait. Oui. C'est vrai que si vraiment la boîte c'est ta vie, hein, il faut continuer à promouvoir les services de ta boîte. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vois une phrase que j'aime bien partager, c'est tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas en 2024. Tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Je ne dis pas que pour réussir, on a absolument besoin d'être sur les réseaux sociaux, c'est faux. Il y en a qui sont en sous-marin, ils s'en sortent très bien. Mais c'est vrai que la majorité des entreprises sont sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller à la télé, il y a les publicités. Oui. Sur YouTube, il y a les publicités. Toutes les entreprises ont besoin de faire de la pub. Combien de fois, toi, petite entreprise, petit freelance qui vient te relancer, pourquoi tu ne fais pas de publicité, tu vois? Oui, et pour acquérir, vraiment, c'est le meilleur moyen. Hein. Pouvoir montrer ses compétences, démontrer des projets, c'est vraiment le meilleur moyen. Et ça me pousse à te poser, toi, tu fais comment pour... Ben, je discute avec beaucoup de personnes. On me dit toujours, je n'ai pas le temps de faire un post LinkedIn. Ils sont surpris de me voir, par exemple, publier sur LinkedIn. Je sais que j'ai publié beaucoup. Toi, comment tu fais? Comment tu arrives justement à trouver le temps pour pouvoir créer du contenu? C'est quoi ta démarche? Très bien. Alors, une journée fait 24 heures. Ouais. Et il y a des moments où il faut couper sur certaines choses. Ok. Si tu me demandes quelle est la dernière série Netflix à regarder, je ne peux pas te répondre. Parce que peut-être qu'au lieu de regarder cette série-là, je crée du contenu. Et donc, comment je m'organise? Souvent, le week-end, je prends une matinée où je regarde un peu les thématiques sur lesquelles je pourrais parler. Et je crée des ébauches de posts. Et après, durant la semaine, je poste à peu près 3-4 fois. En ce moment, je suis assez productif, donc je poste 5 fois par semaine. Mais c'est une technique. Ouais. L'avantage aussi que j'ai et que tu as, c'est que nous, on a déjà pas mal de contenus qui ont été créés. Donc, on peut se servir des fois des anciens posts qu'on a créés, en utiliser un ou deux déjà existants. Mais si je partais de zéro, qu'est-ce que je ferais? La première chose, ce serait, lorsque je publie quelque chose, de le partager à mes proches et de dire à mes proches de liker. Parce qu'en 2024, il y a beaucoup de personnes qui publient sur LinkedIn, beaucoup plus qu'en 2022 ou qu'en 2018. Et donc, être visible, c'est plus compliqué. Ouais. Et aussi, il y a aussi une frustration que beaucoup de personnes ont. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça. Quand tu publies, en fait, en général, tes profs ne te soutiennent pas. Non, c'est vrai. Ça, c'est naturel, en fait. Et si vous vous lancez, n'attendez... Moi, j'ai dit, n'attendez même pas à ce que vos proches like vos contenus. Vous pouvez demander, OK, mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. En fait, c'est que parfois, ils ne savent pas à quel point c'est important ce like. Ils ne savent pas à quel point c'est important ce commentaire. Je dis ça parce que j'ai discuté avec une personne une fois. Elle me disait, ah, Natacha, j'ai publié sur les réseaux sociaux, mais telle personne ne like pas, telle personne ne commente pas. Je fais, en fait, la personne ne sait pas à quel point c'est important pour toi. La personne n'a pas conscience à quel point, en fait, mettre ce like-là peut changer ta vie. Elle ne le sait pas. Oui. Et même si tu dis, je ne sais pas si elle va le savoir. Donc, du coup, autant mieux accepter qu'en fait, c'est comme ça. Les proches ne savent pas, malheureusement. Et tu donnes de ton mieux. Peut-être qu'il y aura 1-2 personnes qui vont liker. Et plus tu vas le faire, petit à petit. Je pense que la réussite vient même quand
ce sont tes push de like plus tes publications. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça aussi que j'ai dit qu'au début, Ouais. il faut que tu demandes à tes proches de liker. Pourquoi? Tu vois, sur WhatsApp, parce que les likes appellent les likes. Exact. Combien de fois tu as vu certains posts et à la base, tu voulais pas forcément liker, mais comme il y a 200 likes, alors tu vas rajouter les 201e. Parce qu'en fait, tu vois, il y a ce comportement humain qui fait que nous sommes des moutons quelque part et on aime bien suivre la masse. Ouais. Tu vois, même si à chaque fois on veut être différent et tout, on suit la masse. Ouais, c'est vrai. S'il y a 0 like, il est possible que ce soit pas toi qui mettes le premier, mis à part si tu connais vraiment la personne. Ouais. Ou il dit vraiment des choses super importantes. Ouais. De toute façon, au début, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et c'est avec l'expérience qu'on apprend finalement. Une question aussi qu'on m'a posée, c'est l'un de mes élèves m'a dit, mais Kevin, comment tu fais pour poster? Moi, j'ai envie de poster, comment faire? Et je lui ai dit, ne t'embête pas, juste poste ce qui te vient, parce que dans tous les cas, même si ton post il est excellent, tu n'auras pas plus de 5 likes, parce que l'algorithme ne te connaît pas et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, publie 3 fois par semaine, et puis tu verras au fur et à mesure les likes venir. Et surtout, demande à tes proches de liker. Ouais, c'est ça. Et la vraie question, c'est aussi pourquoi tu postes? Pourquoi je poste? Non, pourquoi pas? Je veux dire, en fait, je me passe à la personne, une place d'une personne qui veut publier. La vraie question, c'est pourquoi tu veux publier, en fait. Est-ce que tu veux les likes? Est-ce que tu veux partager juste ton expérience? La newsletter de Christophe, lui, il dit que c'est son kiff, il aime ça. Il ne fait pas ça forcément pour... Même ça fait plaisir d'avoir des gens qui t'applaudissent. Mais pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est parce que tu veux construire un business? Une fois que tu as identifié ce pourquoi, en fait, en général, la question de comment, ça vient toute seule. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, quand tu partages, je vais partager mon expérience à moi. Quand je partageais à la base, c'est parce que j'avais un gros problème. J'étais timide. Je n'arrivais pas à discuter. Et j'ai lu beaucoup de livres, Kevin. Et dans chaque livre, on me disait toujours, quand tu veux apprendre quelque chose, la meilleure façon de l'apprendre, c'est de pratiquer. Ce n'est pas d'aller lire les livres et croire que tu vas comprendre. Ce n'est pas de rester dans la théorie. Quel que soit ce que tu vas apprendre, c'est que tu veux pratiquer. Donc moi, mon moteur qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux, c'était ma timidité extrême. Et je me suis ouverte. Et c'est comme ça que tous les jours, j'ai pratiqué. Je suis devant ma caméra. Aujourd'hui, tu vois, j'ai fait même les podcasts avec toi. Tu imagines? Et c'est comme ça que progressivement, j'ai fait. J'ai fait ma première vidéo. Il y a mon pote qui s'appelle Cyril qui me dit, Natacha, ta vidéo partage sur LinkedIn. J'ai écrit mon premier post LinkedIn. Et comment j'ai fait? Il y a une YouTubeuse que j'aime beaucoup. À chaque fois que je pense à elle, j'oublie son nom. Elle s'appelle, je pense que Willis Nana doit la connaître. Préva Vivi, quelque chose comme ça. Oui. Je suis allée sur sa page LinkedIn. J'ai pris un de ses posts. J'ai vu la structure. Comment est-ce qu'elle mettait son emoji. Comment c'était structuré. Comment c'était limpide. J'ai fait exactement comme elle. Ma première publication sur la P-valeur. Si tu prends un post de Pravina Vivi, c'est la même chose. C'est vrai qu'elle ne parle pas de P-valeur, mais j'ai suivi exactement son process. Donc, quand vous ne connaissez pas, vous vous lancez, copiez le post de Natacha. En vrai, je suis contente qu'on copie mes posts. Copiez mes posts, vous collez, vous publiez. Vous ne me citez pas, ce n'est pas grave. Mais moi, le plus important, c'est que vous passez à l'action. Ça, c'est mon conseil à moi. OK. C'est ça. OK, du coup, on a parlé des réseaux sociaux. On peut parler de d'IA générative, du coup. C'est parti. Alors, quelles sont les tendances d'IA qui t'ont marqué récemment? Les tendances d'IA qui m'ont marqué récemment, je parlais par rapport aux clients que j'ai, et ça va être plutôt tout ce qui va être orienté création de contenu. Donc, oui, pour la création de contenu, quand tu vas sur des outils comme quand tu vas sur TikTok ou même le dropshipping, de plus en plus, l'IA générative est utilisée avec, tu vois, tout ce qui est les deepfakes, mettre des visages, aussi tout ce qui est aussi au niveau du son. Donc, le texte to audio et le fait de générer du contenu, ton marketing, en fait, juste avec de l'IA, quoi. C'est incroyable. Et en fait, ces vidéos-là, elles ont l'air réelles. Ouais. Tu vois, c'est pas comme du Midjourney où tu vois que, OK, c'est des images un peu synthétiques ou quoi. Non, c'est des images qui sont réelles. Ouais. Ou encore, tu vois, le fait, de plus en plus, il est possible, juste avec des photos, de les animer et de les faire parler. Et là aussi, à des fins de marketing commercial, je trouve ça extra. Ouais. C'est vrai que j'étais à une conférence récemment et j'ai vu une publicité qui était générée par l'IA. Je te jure, j'étais impressionnée. Le visage ressemblait au visage d'une personne réelle. Je me suis dit, en fait, mais bientôt,
pour faire du marketing, on n'aura plus besoin d'une personne, d'un artiste, d'une star. Même si la star, c'est toujours important, entre guillemets. Mais ça reste quand même encore robotisé, je trouve, en termes de voix. Tu sens qu'il y a un robot qui parle. Mais ça s'améliore, hein. Ça s'améliore vraiment de mois en mois, de jour en jour. En français, tu entends le côté robot. En anglais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas encore aussi bien que ta voix ou la mienne, mais ça s'en rapproche. Et du coup, toi, tu penses que l'IA aujourd'hui va remplacer beaucoup de métiers ou pas? C'est quoi ta vision là-dessus? Comme ça paraît, tu me dis que ça devient déjà de plus naturel. Est-ce que tu penses que l'IA va remplacer Je pense que l'IA va remplacer certains métiers, mais pas tous les métiers. Alors, je vais donner un exemple très simple. Tu es dans le machine learning et je pense que tu dois savoir, tu as dû voir l'étude qui disait que, en gros, les machines, elles étaient capables de repérer les tumeurs pour les cancers du sein plutôt que les médecins. Mais pour autant, est-ce que tu crois qu'une femme qui a un cancer du sein préfère avoir un robot qui lui dit « Bonjour, vous avez un cancer du sein » ou un médecin qui va la voir, qui va lui expliquer « Bon, je suis désolé, vous avez ceci, mais derrière, cette tumeur-là, elle n'est pas forcément, c'est pas la plus grave, vous avez tant de pourcents de chances qu'elle parte en moins d'1 an, voici les traitements. » Il y aura toujours besoin d'un humain pour ça, pour parler. Tu sais, je deviens de plus en plus nuancée par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, est-ce que tous les humains sont bons en empathie? Est-ce que tous les humains sont capables de rassurer un patient? Est-ce que tous les médecins sont capables de le faire? Il y a des médecins qui sont capables, mais il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas capables de le faire. Alors, donc, dis qu'on a encore besoin de cette chaleur humaine. Est-ce que nous-mêmes, êtres humains, on est très forts dans ce que tu viens de décrire? Je suis d'accord avec toi. J'ai été voir certains médecins qui m'ont dit non, mon métier, c'est pas de câliner, c'est de soigner. Donc, c'était pour ça qu'ils étaient durs. Mais, malgré ce fait, si tu me dis, tu préfères, j'ai fait un test et puis je dois savoir si j'ai un cancer ou pas, une maladie grave ou pas. Est-ce que je préfère que ce soit un robot qui me le dise ou le médecin à l'hôpital? Tous les jours, moi, je choisis le médecin. Pourquoi je commence à être nuancée là-dessus? Pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, il y a des personnes qui ont, par exemple, besoin de parler à des psy. Oui. Il y a des solutions d'IA aujourd'hui qui permettent de discuter justement avec des personnes virtuelles. Oui. Et les gens se tournent de plus en plus vers ça parce qu'il n'y a pas le jugement de l'être humain derrière. Tu peux te livrer facilement à une machine. Mais tu peux aussi te livrer, oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois qu'à moitié, en fait. Je vois qu'à moitié parce que un psy, c'est un professionnel de la santé. Ouais. Et donc, lorsque tu lui poses des questions, lorsqu'il te pose des questions, tu ne te sens pas jugé lorsque tu vas le voir. Maintenant, je ne sais pas si les personnes qui passent par des solutions avec de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi pour des raisons budgétaires. Parce que l'avantage, souvent, c'est que ça coûte moins cher qu'aller voir un professionnel de la santé. Mais une chose souvent qui est oubliée, c'est que lorsque vous allez révéler vos secrets à l'intelligence artificielle, à votre psy IA, du coup, ça remonte. Tout ça, ça remonte quelque part. C'est ça, oui, c'est vrai. Et alors, je vous encourage toutes les personnes qui nous suivent et qui utilisent ChatGPT à écrire ce prompt. ChatGPT, qu'est-ce que tu sais de moi? Et ça marche, ça? Oui, tu peux essayer en direct. Ah ouais, bon là, j'ai pas de connexion, mais j'ai vu ce prompt passer sur... Comment ça, ChatGPT peut savoir des choses sur moi? Par rapport à tout ce que tu lui as déjà écrit. Si tu mets la mémoire, si tu enlèves la mémoire, il ne sait pas. Pose la question. ChatGPT, qu'est-ce que tu sais de moi? Après, demande-lui qu'est-ce que tu sais de moi que je ne sais pas peut-être. Et tu verras, tu seras choqué. Parce que pour moi, en fait, ce système, ça marche, c'est probabilistique en fait. Ça se base, ça essaie de prédire le prochain mot, ça se base sur les documents que tu lui as donnés. Oui. Comment est-ce qu'il va savoir des choses sur moi? Par rapport aux documents que tu lui as donnés. Ouais, moi aussi j'ai donné des documents sur moi, bien sûr. Oui, en général, quand je dis ChatGPT, c'est plus pour faire mes posts LinkedIn, c'est plus pour faire mes codes. Est-ce qu'à partir de ça, il est capable de raisonner pour dire Natacha est comme ceci? Il saura que tu es... il ne va pas te dire quelle est ta couleur préférée. Non. Mais ce qu'il va te dire, c'est que, OK, Natacha, d'après tous les posts que tu lui as donnés,
tu es une analyse quantitative qui travaille depuis 2002 dans ceci, dans cela. Tu as eu tant de clients. C'est quand même pas mal d'informations, ça. Ces informations-là, je les envoie à Google. Google, après, il te fait des ads spécialisées que sur toi. C'est clair que ça, il est là parce que tu l'as donné. Oui. C'est pas que ChatGPT, comment on dit ça, il ne raisonne pas encore pour prédire qui tu es. Tu lui as déjà donné ces informations par ailleurs. Exactement. Okay. Mais là où je veux en venir avec notre psy, c'est que tu vas donner toutes ces informations à ton psy. Comme quoi, quand tu avais 8 ans, ton papa t'a tapé et compagnie, tu vois. C'est des informations privées que tu lui donnes. Oui, ok. Et là, il est stock en mémoire. Il est stock en mémoire. Et bon, jusqu'à maintenant, ça va, on n'a pas encore eu de grosses fuites ou des choses comme cela. Mais si tu lui donnes des informations par rapport à ta santé, et après, toutes ces informations sont piratées ou je ne sais pas comment d'autres personnes y ont accès, c'est des données qui peuvent être utilisées contre toi. Et c'est vrai qu'il faut qu'on sensibilise davantage sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas forcément conscience du fait que quand on met nos infos, c'est OpenAI qui les a. Et parfois, les salariés, je ne sais pas si les salariés de OpenAI, peut-être qu'ils ont accès à toutes les données, on ne sait pas. Peut-être je pense qu'il doit y avoir des politiques, mais ce n'est pas sûr. On n'est pas là-bas pour vérifier. Il y a toujours au moins une personne qui est capable de voir ce qu'il y a dans nos données, en fait. Oui, bon, après, vu le million de personnes qui utilisent ChatGPT, et je pense qu'on a des ID spéciaux et le nombre de prompts que je fais pour qu'une personne chez OpenAI trouve quelque chose d'intéressant chez moi, mais on voit l'idée. Mais après, si tu es Emmanuel Macron, je pense que... Ça. Non, mais exactement. Non, t'as tout dit. Voilà. T'as tout dit. Donc, si tu as une personne stratégique pour un pays, forcément, ils peuvent s'intéresser à toi spécifiquement. Complètement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en banque, on fait attention à ne pas, du moins c'est très cadré, à ne pas directement, même les entreprises en général, on ne va pas directement intégrer ChatGPT en entreprise. Parce que ce n'est pas une solution, c'est du B2C. On a besoin des solutions qui sont fiables, que OpenAI ou bien Mistral ou bien Llama, je ne sais pas quoi, certifient en fait que les données vont rester dans l'entreprise. Et même quand ils certifient, ce n'est pas sûr. Qu'est-ce qui te prouve que dans la construction? Bien sûr. C'est ça. Il faut que ce soit RGPD compliance. Ouais. Et puis derrière, on va plutôt utiliser des systèmes fermés comme si tu travailles sur Microsoft Azure. Et ben, là, tu vois, tu as le Copilot ou le ChatGPT vraiment sur Azure qui sera fermé. Où toutes les données, en fait, tout ce qui sera écrit va rester au sein de l'entreprise. Et là, ça va être intéressant. Exactement. Et toi, c'est quoi ta vision par rapport à nos métiers? Quel sera l'impact? Comment tu vois l'évolution sur le métier de data analyst ou data scientist? Pour toi, c'est quoi ta perception de ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouh là là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu vois, en tant que data scientist aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit... par exemple, moi, j'ai fait l'effort de comprendre comment ça marche. J'ai fait un challenge de 30 jours, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait des projets. Est-ce que tu penses qu'en tant que data analyst, c'est une compétence qu'on doit développer? C'est plus ça. Et comment est-ce que les transformations que tu vois dans les métiers, est-ce que tu as des avis sur ce sujet-là? D'accord. Alors, de plus en plus, les métiers ont tendance à se spécialiser. Et tu vois, alors, tous les deux, on a certains aspects qui vont être très proches et des aspects qui vont être différents. Par exemple, moi, j'aime bien travailler avec le métier. Et je ne vais pas forcément être très orienté tech, outils, mais plus orienté. Donc, quels sont les use cases qui pourraient être intéressants pour le métier et pas forcément donc, la technologie. Est-ce que c'est Python? Est-ce que c'est R? Et voilà. Donc, ce que je vais te dire, c'est que c'est intéressant de rester up-to-date parce que derrière, les demandes vont évoluer. Et lorsque, au travail, on va vous demander d'utiliser un nouvel outil ou d'être à jour sur ces nouvelles technologies, vous le serez. Parce que, en fait, ça fonctionne toujours de la même manière. Hein. C'est qu'il y a ce qu'on va appeler les early adopters, donc ceux qui s'intéressent, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils s'intéressent. Après, le temps que la foule vraiment s'intéresse, et à la fin, tu vois, c'est adopté par tout le monde. Plus tôt tu comprends la technologie, plus tôt tu es vu comme un expert, et mieux ce sera pour toi lorsque ça va être adopté. On l'a vu très bien aujourd'hui avec ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est arrivé, maintenant c'est récent. C'était en novembre 2022, je crois. 2021 ou 2022? Je sais plus. 2021. 21? 2 ans. 2021 ou 2022, nous sommes en 2024. Ouais. 2022, ouais.
D'accord. 2022 ou Bon, 2023. tu vas vérifier et tu vas voir quelle Dites-moi en partie tu vas couper. commentaire. Non, ils peuvent vous dire en commentaire dans quelle date. Je pense que c'était en 2022, tu as raison. Ok. c'est ça. Alors, et quelques mois plus tard, il y avait déjà des gens qui se disaient experts, ChatGPT et qui vendaient des formations. Donc, donc et, Ils attends, sont encore là, et- en plus. non, mais tu rigoles, mais ces personnes-là, elles font des formations à des entreprises parce qu'elles sont vues comme des experts ChatGPT. Espèce ChatGPT. Oh my God. C'est quoi cette expertise déjà? Non, mais c'est le fait de savoir écrire des prompts. C'est quoi cette expertise? Non, En fait, je te jure, je suis t'abuses. choquée. Non, mais vrai, je suis choquée qu'on puisse avoir une formation ChatGPT. Non, là, je suis sérieuse. Non, t'es méchante. Non, non, c'est pas de la méchanceté en vrai. C'est pas de la méchanceté en fait. Espèce ChatGPT est mon. Oh my God. Non, mais parce que, regarde, en fait, tu vois, il y a des personnes qui savent pas trop comment écrire aux outils, qui savent pas trop écrire, comment écrire des prompts pour avoir des réponses. Et bon, peut-être qu'elles n'ont pas assez essayé, mais la facilité que tu as, toi, avec tous ces outils, tu vois, qui sont nouvelle génération, des personnes qui sont en entreprise, qui ont 50 ans, 60 ans, des fois, elles ont un peu peur. Elles ont un Ok, peu c'est peur pour ce de type de sentir public-là en fait, c'est ça? Et même pour ce type de public, je pense que la meilleure formation de ChatGPT, c'est déjà une personne écoute. Si tu veux savoir n'importe quoi, demande à ChatGPT comment écrire le meilleur prompt. Voilà la meilleure formation de ChatGPT en vrai. Ça ne coûte pas 200, c'est 1000 euros, c'est pas 200 euros, ça ne coûte pas 1000 euros. C'est ChatGPT. En fait, je te montre comment tu crées ton compte ChatGPT, ok? Tu mets ton email, je te montre l'interface et je te dis, si tu te plaît ChatGPT, comment écrire un prompt efficace? Il va te sortir toutes les techniques. Ouais. Pourquoi payer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour une formation jusqu'à expert ChatGPT? Oh my God. Mais tu vois ce que tu dis, avoir l'idée, la présence d'esprit d'écrire comment écrire un prompt efficace. Ouais. Certaines personnes ne vont pas se poser cette question-là. Elles vont partir, tu vois, du principe, elles vont commencer à écrire, je ne sais pas moi, quelle est la couleur du ciel ou est-ce que Dieu existe, tu vois, des questions comme ça. Ok. Alors que lorsqu'ils font des formations ChatGPT, déjà dans un premier temps, on leur explique que ChatGPT, ce n'est pas Google. C'est-à-dire que jusqu'à peu, parce que maintenant, il y a la fonction Search GPT où avec GPT, tes informations sont sourcées. Mais jusqu'à peu, en fait, ChatGPT, pour moi, c'était plus un outil pour générer du contenu. Ce qu'on appelle générer du contenu, c'est-à-dire synthétiser, traduire, tu vois, revoir ta formulation. Mais si tu demandes quel était le roi de France en 1150, eh ben, peut-être qu'il va te donner une bonne réponse. S'il l'a pas, il va sans doute halluciner et tu n'auras pas la source. Ouais. Donc là, tu vas utiliser peut-être un outil comme Perplexity où derrière, tu auras la source. Ouais. Donc c'est ce genre de choses, en fait, dans une formation ChatGPT que certains profils vont apprendre. Ouais. Non, en fait, j'avoue que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, le même niveau d'information. C'est important d'avoir justement des formateurs pour tout. Exemple pour laquelle moi j'estime qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai eu récemment sur TikTok, parce que TikTok, c'est TikTok ou pas? J'utilise TikTok, j'adore TikTok. Tu adores. J'adore, c'est mon réseau social Est-ce que tu as préféré. remarqué que c'est la plateforme où il y a le plus de commentaires spéciaux, des commentaires un peu chelous? C'est sur TikTok. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par chelou? Un exemple simple. Tu vois, j'ai fait une vidéo où j'explique un peu ce que je fais au quotidien. J'ai dit en fait que devenir data scientist, c'est le meilleur métier du 21e siècle. En fait, je raconte ma vie, quoi. Et en commentaire, il y a une personne qui me dit en fait que tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu viens sur TikTok alors que en fait, je disais en fait que pour réussir dans la vie, parce que c'est une condition que j'ai, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Oui. Vu qu'à l'école, viser l'excellence. On me dit en fait, tu visais les premiers de la classe, ils sont. Alors que les derniers de ta classe, voilà, c'est ça. Les derniers de ta classe sont chefs d'entreprise aujourd'hui. En gros, moi, je ne fais rien de ma vie. Et les derniers sont chefs d'entreprise. Et ça, c'est ce que tu as souvent sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. J'ai oublié le fil de mon idée. Pourquoi je te disais ça, Kevin? Attends, mais laisse-moi te féliciter. Quoi? Tu sais pourquoi j'applaudis? Pourquoi? Parce que tu es devenu une star à partir du moment où tu as ton premier hater. Là, tu as eu ton hater. Donc, c'est parfait. Tu as réussi. Après, ça, c'est un hater. Je pense qu'en général, tu connais ma vision sur les haters. Donne-la-moi. Il y a deux philosophies. C'est que soit la personne se sent tellement mal dans sa peau
la personne n'a rien réussi dans sa vie. Et ça, je le pense vraiment. Profondément, en fait, c'est déjà... Peut-être la personne se cherche encore, elle ne sait pas encore comment elle va réussir. Et quand elle voit une personne qui réussit, elle ne se demande... En fait, elle n'a pas les moyens. Donc, le seul moyen de déverser sa frustration, c'est mettre un commentaire comme ça pour dire, écoute, les derniers de ta classe sont chefs d'entreprise, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Donc, du coup, je ne le prends jamais personnellement. Ça me fait rigoler. J'en parle là pour juste sensibiliser davantage, personnellement. C'est plus sensibiliser les gens. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast, que j'invite des personnes comme toi pour partager leur expérience, parce qu'il y a un manque de connaissances. C'était sur les formations ChatGPT. Voilà, c'est ça on dit, en fait. C'est que on dit en fait que les personnes qui connaissent, en général, sont trop occupées à faire des modèles, sont trop occupées à faire des produits. Mais c'est parce qu'ils sont trop occupés à faire des produits que les formateurs ChatGPT vont émerger. Ce sont les spécialistes ChatGPT. Pendant que ceux qui font vraiment ChatGPT sont en train de travailler, tu vois. C'est ça, en fait, pour moi, qui explique ce manque de connaissances. Parce que si il y avait plus de personnes qui maîtrisaient réellement le sujet sur les réseaux sociaux, les entreprises n'avaient plus dépensé 2 000 € pour montrer comment est-ce qu'on installe ChatGPT. Et c'est ça ma position sur le sujet, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'adore discuter avec toi. Ouais. Parce qu'on a des avis qui divergent, mais au final, on peut s'écouter. Ouais. Mon avis, c'est le suivant. C'est que, tu vois, quand tu es à l'université, alors les professeurs, les personnes qui t'enseignent, ils ont une double casquette. Ouais. Ils ont une casquette d'enseignant et une casquette de chercheur. Ouais. Certains sont des chercheurs excellents, mais ce n'est pas des super enseignants. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il y a des enseignants qui sont top et je ne sais pas ce qu'ils valent en recherche. Mm-hmm. Là, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très forts et qui développent des outils comme ChatGPT et plein d'IA génératifs, mais est-ce que ce seraient les meilleures personnes pour vulgariser leur métier ? Je ne suis pas sûr. Et derrière, il y a des personnes comme toi, comme moi, qui prennent la parole et qui échangent sur leur métier. Est-ce qu'on est les meilleurs ? Bien sûr que si. Je ne sais pas. On n'est pas forcé. En fait, pas besoin d'être meilleur. Pour moi, c'est l'intention qui compte. Voilà. C'est plus. En fait, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais. Tu veux vulgariser. Et plus tu le fais, plus tu t'améliores. Natacha, j'ai commencé en novembre 2021. Mm-hmm. Et Natacha, nous sommes qu'en novembre 2024. Franchement, j'ai beaucoup appris. Il y a un monde. Il y a un monde, clairement. Et tu n'as pas appris que en data, en IA, tout ça. Tu as appris partout. Exactement. Parce que tu as appris peut-être à créer du contenu, tu as appris à créer des visuels, tu as appris peut-être aussi à gérer une entreprise, tu as appris partout. Non. C'est donc pour moi, si vous êtes professionnel, vous maîtrisez vos métiers, franchement, vous avez le temps. Moi, par exemple, un poste, je ne suis pas la meilleure en organisation, je ne suis pas la pire non plus. J'arrive à m'organiser comme je peux. Et un poste me prend 1 heure. Les gens sur Internet vont vous dire 1 heure, je fais 30 posts par mois. Ok, c'est pour eux là-bas, mais moi, je prends 1 heure par jour pour faire mon post. Et j'arrive à être productive avec ça. Donc, si vous avez 30 minutes, allez-y, vous écrivez une phrase. Le LLM, c'est ça. Hack, c'est ça. Ça va changer la vie littéralement des personnes. Et c'est ce que les personnes qui, entre guillemets, ont appris, ne comprennent pas. C'est qu'on veut toujours faire les choses très ambitieuses. On veut changer le monde tout de suite. Alors que parfois, changer le monde, pour moi, ce sont les petits détails du quotidien. Et l'accumulation de ces détails a fait en sorte que finalement, on est mieux informé, on est plus éclairé. Et raison pour laquelle je crée aussi ce podcast pour que tout le monde parle justement de son métier, qu'on n'ait plus les experts ChatGPT sur LinkedIn. Bon, vous avez compris, les experts ChatGPT, LinkedIn, augmenter ta productivité avec 30 prompts. Natacha ne va pas vous inviter. Pourquoi pas? Mais juste, il faut être honnête intellectuellement, en fait. Ouais. C'est plus ça. L'honnêteté dit que je sais. En fait, avoir la conscience qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Et c'est tout à fait fine. Moi, je ne connais pas tout. Mais je sais aussi que je connais beaucoup. Et c'est tout. Voilà. Donc, est-ce que tu as encore des sujets que tu voulais qu'on oublie de discuter ensemble? Non, je pense qu'on a vu... on a parlé de l'IA génératif, on a parlé de freelancing. Je crois qu'il y avait 5 sujets qu'il fallait aborder plus tout à l'heure. Mais avant ça, il y a quand même un sujet de divergence qu'on a aussi. Ouais. C'est sur le freelancing. C'est quoi ta vision? Est-ce que tu penses que c'est facile de devenir freelance? Ah ouais, ok. Avant de finir. Est-ce que je pense que c'est simple? Non. Alors,
Je pense pas que le freelancing, c'est simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de freelance. Et donc, la plupart des personnes vont aller sur des plateformes comme Malte, comme Freework, et il y a de plus en plus de profils. Ça va pas être facile. La solution, ça va peut-être être donc de passer par un circuit alternatif. Faire son prospecter sur LinkedIn, parler autour de soi. Ok. Donc, c'est pas évident, mais c'est possible. Ah, bien sûr que c'est possible. Ça va. C'est bien sûr que c'est possible. J'ai des missions et je suis bloqué jusqu'à fin décembre. Donc, Ça marche. Ok. Bah, du coup, mais quel est ton avis ? je pense aussi que c'est possible, en fait. Je pense que moi, je suis une optimiste. Ça veut dire que je pense que tout est possible. Ça veut dire que je pense que si j'ai la volonté de faire quelque chose, je me donne les moyens pour le faire. Je vais être freelance. Certes, il y a des difficultés, mais c'est la volonté que j'ai. Donc, je mets les moyens pour devenir freelance. Si ça se trouve, je vais échouer. Si ça se trouve, je vais réussir. Donc, si je réussis, je suis contente. Si j'échoue, c'est pas grave. J'aurai appris qu'en fait, bon, c'est peut-être pas pour moi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est toujours être en mouvement à chaque fois. Je vais être freelance. Au lieu de me dire, ah non, comment trouver des clients, gérer la facture. Bah, vas-y, en fait, fonce. Tu vois, c'est que ça ma vision, en fait. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut foncer, il faut essayer. Mais si demain, je vous dis, oui, vous inquiétez pas, tu seras freelance et que comme tu es dans la data, tu vas facturer minimum 600 € par jour. Donc, tu fais 600 fois 10 jours, par exemple, ça fait 6 000. Après, on dit qu'il y a à peu près 20 jours dans le mois, donc que tu vas faire 12 000. C'est ce que je te souhaite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, même dans la data. C'est pas le cas de tout le monde, mais sauf que, tu vois, en général, je pense qu'il y a deux philosophies. Je préfère souvent dire, en fait, que c'est possible, tu peux y arriver. C'est vrai que je suis consciente que tout le monde n'y arrive pas. Ok, ça c'est... Pour moi, je pense que le statu quo, c'est tout le monde n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que je viens te rappeler que tout le monde n'y arrive pas ? Parce que tu sais déjà que tout le monde n'arrive pas. Moi, je veux te rappeler qu'en fait, c'est possible, tu peux y arriver, tu peux avoir 1 000 € par jour. Tu vois un peu la vision ? Mais c'est là justement où on n'a pas la même vision. Parce que toi, tu dis qu'on sait déjà que tout le monde n'y arrive pas. Ouais. Alors que moi, je pars du principe que quand on va sur LinkedIn, on croit que tout le monde y arrive. Tu vois ? Et donc, dire, hey, c'est pas Disneyland, ce sera pas comme ça. Ah, ok. Je pense qu'on vient avec deux biais différents. Moi, je viens plus avec... On est dans une société qui encourage tous les pessimistes. Par exemple, quand je fais une vidéo, je dis on peut gagner 10 000 € par mois. Il y a une personne en commentaire qui va me dire, écoute, en France, il y a seulement 2% des personnes qui touchent 5 000 € par mois. Bah, je sais qu'en France, que 5 000 € par mois, c'est énorme. Je le sais. Mais moi, je te dis qu'en freelance, tu peux gagner 10 000. C'est pas faux. Tu vois ? C'est pas faux. Et dans ton discours, tu dis on peut. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais si tu dis tu vas, tu vois ? Personne ne peut te dire ça déjà. Ah si. Il y en a plein qui te disent ça. Ils disent oui, tu vas être freelance, tu vas. Non, c'est faux. Voilà, ok. Bah, du coup, on arrive à la fin de cette discussion. C'était très intéressant. Quelques questions flash pour terminer. Quel est le livre le plus récent que tu as lu, que tu veux recommander à ma communauté ? Alors, c'est pas forcément le livre le plus récent, mais je l'ai lu cet été. C'est How to Win Premier League, écrit par Ian Graham, le data scientist head of data de Liverpool. Et il est excellent. Il explique comment ils ont fait pour recruter les 9 joueurs sur 11 avec lesquels ils ont gagné la Champions League. Ils ont été recrutés grâce à la donnée. Et moi qui suis un grand fan de sport et de données, alors j'ai adoré ce livre. Je recommande à toute personne qui s'intéresse au sport et à la data. Vous aurez les liens en commentaire. Est-ce que tu peux partager une compétence que tout data scientist, tout data analyst doit maîtriser en 2024, 2025 ? Alors, on en a parlé durant le podcast et je recommande à tout data scientist, et même pas data scientist, toutes les personnes qui sont dans la data, lorsqu'ils sont en entreprise, de 1, pouvoir présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé, et 2, à travailler sur des projets à forte visibilité. Exactement. Et un conseil que tu aurais aimé savoir au début, plus tôt dans ta carrière, s'il y avait un seul conseil que tu aurais aimé connaître plus tôt, ce serait lequel ? Ce serait celui que Natacha donne souvent, foncer. Foncer, essayer, et puis plus tôt en fait tu essayes, plus tôt tu rates, et mieux tu fais. Je vais prendre un exemple simple. Moi, j'ai commencé à poster sur LinkedIn, on va dire, plus ou moins en 2020-2021. Alors, tout ce que j'ai appris entre 2020 et aujourd'hui,
ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer du contenu, savoir comment animer une communauté. Si j'avais attendu parce que j'avais pas assez de légitimité et tout, alors ce temps-là, en fait, j'aurais jamais pu le rattraper. Exactement. Foncez. Et pour terminer, Kevin, pour inspirer davantage ma communauté, pour montrer le chemin des possibles, qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast? Alors, il y a une YouTubeuse, si tu réussis à la voir, celle-là, elle est top. C'est Elle qui? s'appelle Amy Plante. Ah ouais! Elle, Ok. je l'adore. Ok. Je crois qu'elle est à Marseille. Je ne suis pas sûr, hein, je ne la connais pas. Donc, je crois qu'elle a fait l'école 42. Et de ce que je vois, ce n'est pas une data analyst, data scientist. Elle n'est pas forcément dans la data. Mais bon, elle sait coder. Et sur sa chaîne, elle prend des thématiques qui l'intéressent et elle les analyse en détail. Et vraiment, c'est, tu vois, un peu comme toi, ce que tu fais ou ce que je fais, de la formation. Mais là, dans ces vidéos, elle se forme, elle montre comment elle se forme, comment elle évolue, comment elle se documente. Et sa chaîne est juste incroyable. Ok, en tout cas, belle recommandation. Je connais très bien sa chaîne. Je vais la contacter d'ailleurs. Amy Plante, belle reco. Et si tu as les moyens de nous mettre en relation, c'est génial. Donc, merci Kevin pour ta participation. Merci Natacha pour l'invitation et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Salut. Salut. Bravo, vous arrivez à la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que mon échange avec Kevin vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est l'attention et notre temps. Et pas l'argent, en fait. Donc, mon objectif à moi, c'est à chaque fois maximiser le retour sur investissement de votre temps. Donc, vous avez passé 1 heure à écouter le podcast avec Kevin. Dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus importante que vous retenez de mon échange avec Kevin. Parce que si vous retenez une seule chose, ça peut littéralement transformer votre vie. Je vous attends en commentaire. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les métiers du monde de la data, c'est qu'on peut l'appliquer à tous les secteurs d'activité, littéralement. Et l'un des secteurs que j'apprécie particulièrement, c'est le monde bancaire, le monde de la finance. Si vous souhaitez savoir justement, l'un des métiers, l'analyse quantitative, mon métier à moi, qu'est-ce qu'on entend par analyse quantitative? Qu'est-ce que les analystes quantitatives font au quotidien? Je vous invite à regarder l'épisode 10 du podcast qui s'affiche juste ici pour vous qui m'écoutez sur YouTube. Vous allez voir comment est-ce qu'en banque, on peut utiliser la data science pour gérer le risque de crédit. Allez écouter l'épisode avec Mario et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye.